Bonjour. Là, plus fort. Plus fort, je veux ta voix. Bonjour Marianne. Voilà, là c'est le son que je veux. En tout cas, je tenais à te remercier d'avoir accepté de participer à ce podcast sur la résilience. C'est d'ailleurs toi qui as contribué à son nom, qui m'a pas mal aidé pour la traduction. Merci à Félicité d'avoir contribué au nom de ce podcast Ubundahe Hanwa, qui signifie résilience en Kinyarwanda. Le titre du podcast est en Kinyarwanda et en français pour marquer le lien entre le Rwanda et la Belgique, car le génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda puise l'origine de cette haine, de ce racisme et de cette propagande dans l'histoire coloniale qu'elle partage avec la Belgique, parce que c'est la Belgique qui a colonisé le Rwanda. Ainsi, avec ce podcast, on voulait montrer les responsabilités et mettre en lien aussi la diaspora rwandaise installée et réfugiée en Belgique depuis de nombreuses années, car c'est elle qui, dans ses archives audio. Ce podcast est propulsé par l'association Nuancier Média, créée en décembre 2023. Nuancier Média est une association multimédia liégeoise qui a pour objectif de raconter des parcours hors normes, avec cette particularité de mettre en avant surtout, et donc dès la base, les personnes concernées et les impliquer de A à Z dans les projets. Aujourd'hui, je vous invite à écouter le 4e épisode, Les Lumières, épisode de clôture de ce projet. Je, Marianne, prénom d'adoption, Colette, prénom de naissance, intervieweuse, monteuse et réalisatrice de ce podcast et membre de Nuancier Média. Ces archives audio sont un projet incarné en tant que personne qui était là au début du génocide et qui a eu la chance d'être rapatrié par des paracommandos belges via mon adoption. J'en parle dans le premier épisode, qui est un épisode qui explique où est ma place, comment en fait je me suis retrouvée en tant que personne née en République démocratique du Congo, puis confiée à l'adoption au Rwanda et ensuite adoptée par un couple belge et rwandais. N'hésitez pas à l'écouter pour un peu comprendre d'où je vous parle et quelle est la genèse de ce projet. Ubundahe Hanwa Résilience est un projet qui aura duré un an pour relier la 30e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda à la 31e, aussi pour prendre le temps de mettre en avant et de réhumaniser les personnes concernées de très près ou d'un peu plus loin par ce génocide et se rencontrer, car avec Nuancier Média, on aime créer, ou en tout cas nous avons envie de créer des projets hybrides qui permettent à la fois de montrer, d'écouter, de donner à voir, de donner à comprendre des sujets qui concernent notre société et l'histoire de notre société, que ce soit les petites histoires dans la plus grande histoire, mais aussi de se rencontrer pour ensuite discuter, échanger, pour que ces projets multimédia ne soient pas partagés en vain et puissent être aussi porteurs de liens et de réflexion sur le long terme. Alors, qu'est-ce que je peux raconter Tout. Tout. Franchement, est-ce que tu te sens raconter Tante Priscille, oui, moi, tout au long de cette interview, je t'appelle Tante Priscille parce que... Que tout le monde a compris. Il y a d'abord entendre et puis il y a comprendre. Comme le dit si bien
Béatrice, il y a d'abord entendre et puis il y a comprendre. Ubundahe Hanwa, c'est un projet qui s'écoute et puis après, avec le temps aussi, se digère. Je tenais à vous remercier déjà d'avoir écouté et d'avoir, j'espère, entendu les voix des personnes qui ont accepté de se prêter à des conversations plutôt intimes pour ce projet, plutôt à des fins et à une portée et une envie collective d'humaniser des personnes concernées par ce vécu, par ce moment de l'histoire qui nous concerne toutes et toutes. Ce podcast est un projet qui est tellement brûlant en moi que je suis sincèrement et profondément très fière et reconnaissante que les invités aient pris un moment pour se raconter comme ils et elles le sentaient et partager avec vous pour, je l'espère, vous permettre de mieux comprendre ce que cela signifie de vivre avec ce bagage, car ces personnes étaient soit là au Rwanda en avril 1994, soit étaient à distance en Belgique. Ce dernier épisode du cycle de rencontres qui ont fait le pont entre la 30e et la 31e commémoration reprend la réponse de chaque invité à une seule et même question. Que signifie pour toi la résilience ? Qu'est-ce qui m'a motivé à répondre à votre appel et à ce que vous faites? C'est parce que je trouve que vous le faites pour la collectivité. Et la collectivité, c'est vraiment la base pour l'humanité. Pour moi, on ne peut pas être so selfish. On ne peut pas être si égoïste quand on a des histoires très compliquées à partager. Et donc, les gens égoïstes, je les emmerde, d'une part. Et d'une autre part, je trouve que c'est vraiment pour l'humanité. Aujourd'hui, l'éducation, c'est se mettre à disposition de la société, se rendre compte que la société va mal. Et faire des podcasts comme ça permet de parler peut-être aux gens qui ne regardent pas la télé, aux gens qui se rendent compte que leurs histoires sont tellement solitaires et horribles. Mais alors moi, je pourrais leur dire, on pourrait un petit peu dire que, d'une part, il y a 30 ans, on pensait que c'était fini, c'en était fini, et que on nous avait totalement anéantis. Mais quand vous pouvez juste remonter la pente, pourquoi ne pas donner l'espoir à l'autre ? Quelqu'un d'autre qui aujourd'hui est en train de souffrir. Et je pense que les podcasts serviraient à ça. Et la résilience aussi, c'est prendre sur soi pour donner à l'autre. Alors moi, je suis totalement OK pour le don de soi, pourvu que ça serve. Je ne veux pas m'écorcher, hein. Je veux juste partager pour que quelqu'un d'autre en face puisse comprendre que l'humanité, c'est ça aussi. Donc, merci pour votre podcast. Par rapport à la résilience, me concernant personnellement, ici, j'ai eu de la chance, en tout cas, d'avoir eu des parents biologiques qui étaient vraiment très très aimants, qui m'ont procuré un cadre de sécurité, qui m'a permis de faire face aux événements que j'ai pu traverser, mais aussi la résilience, le fait que je sois aujourd'hui ici en train de vous parler, je la dois aussi à toutes les personnes que j'ai pu rencontrer tout au long de ma vie. Donc ici, je vais dire, à commencer donc ici par le papa de Marianne. Ensuite, il y a mes parents adoptifs. Il y a tous mes camarades de classe que j'ai côtoyés durant toutes mes années scolaires. Il y a les enseignants, il y a des éducateurs, des assistants sociaux. Enfin, la liste est vraiment très très longue. C'est des personnes que j'ai rencontrées à un moment donné dans ma vie et qui m'ont accompagné et qui
et qui font qu'aujourd'hui je suis là, en tout cas, à vous parler. Sans oublier aussi la femme avec qui je partage ma vie depuis 16 ans et mes 2 magnifiques enfants. Voilà. Et toi alors? Parce que la résilience, en tout cas, excuse-moi, mais je t'invite aussi pour ça, hein, mais la résilience, c'est aussi ta résistance à toi. T'es quelqu'un aussi qui a toujours cette capacité à te voir et à te prendre soin de toi et à faire des choix aussi. Tu vois, je veux dire, oui, tu as rencontré énormément de personnes, mais je trouve qu'une résilience, c'est un cercle vertueux aussi qui est digué par la personne centrale aussi de toutes ces rencontres, quoi, je veux dire. Et aussi te remettre aussi un peu. C'est vrai. Je veux dire, par rapport à tous les événements que j'ai pu traverser, c'est vrai que je me suis forgé un caractère qui fait que j'ai une certaine capacité à... Comment dire? Allez, lance-toi des fleurs, c'est bien. C'est bien. Et je trouve pas vraiment des qualificatifs pour ça. Ah, ça c'est ton côté modeste, Gabi. Ça c'est parce que tu te rends pas compte le pouvoir de ta... T'es une locomotive aussi. Ça, je veux dire, t'es quelqu'un qui initie des élans. Ça, je veux dire, à titre perso, vraiment, c'est aussi pour ça que je dis que j'arrive jamais à vraiment définir qui tu es. Frère, meilleur ami, cousin, je sais pas. Parce que t'as toujours été un repère à l'orphelinat pour moi. Je me disais, c'est ma personne ressource, surtout pendant le début du génocide, etc. Même si... Parce que moi, je n'ai pas cette histoire. Tu vois, je veux dire, ce que tu racontes par rapport à la guerre civile, moi, je ne l'ai pas connue, vu que moi, je suis congolaise à la base et je suis arrivée par le biais de mon adoption au Rwanda. Sinon, je n'ai rien à voir avec le Rwanda sur le papier. Et quand je sais très, très tôt que tu as été ma personne ressource, et durant le génocide et notre période où on a dû être confiné, captif, faire attention, être hyper sous tension justement, où on savait bien que il fallait pas déconner quoi. T'as été en espèce de repère. Tu te demandes toujours à lui, tu lui demandes si ça, etc. Il y a un côté comme ça, et je pense que tu l'es aussi pour beaucoup de personnes aussi maintenant quoi. Oui, c'est vrai que maintenant, avec tous les événements que j'ai traversés, j'ai dû devenir assez relativement vite mature. Donc oui, ça peut peut-être expliquer je vais dire peut-être le comportement que j'ai pu avoir, je vais dire vis-à-vis de toi en tout cas, à l'orphelinat. Et je pense que je suis quelqu'un qui est, d'une manière générale, qui est réfléchi. Donc, et c'est vrai qu'on se retourne souvent vers moi pour avoir des conseils. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cet épisode reprend les réponses des invités à une seule et même question. Qu'est-ce que signifie la résilience ? Je ne sais pas si vous vous êtes posé cette question, mais moi, je me suis dit que j'allais aller revoir la définition dans le dictionnaire. Résilience est un nom féminin. Au niveau physique, cela signifie valeur caractérisant la résistance au choc d'un métal. La seconde définition, au niveau psychologique, on dit que la résilience est la capacité à surmonter les chocs traumatiques. Au niveau écologie, c'est la capacité d'un écosystème, d'une espèce, à retrouver un état d'équilibre après un événement exceptionnel. Au niveau informatique, c'est la capacité d'un système ou d'un réseau à continuer de fonctionner en cas de panne. Voici quelques définitions pour vous faire une idée de ce qu'est ou serait la résilience sur le papier. Avec ce podcast qui signifie résilience en Kinyarwanda, pour rappel, Obundahe Hanwa, je voulais incarner justement ce nom féminin et montrer aussi comment au quotidien les personnes le
l'acte, le vivent, le perçoivent et le font exister. À titre personnel, on a tendance à souvent me dire que je suis une personne résiliente. D'ailleurs, ce projet a encore puisé dans cette capacité justement à résister, à revenir et à se poser énormément de questions et à toujours garder sa boussole. Lorsque fin juin, on a appris le cancer de notre mère. Elle a été diagnostiquée à un cancer au stade 4 et donc on s'est tous retrouvés autour d'elle pour essayer au mieux de l'accompagner dans cette épreuve. C'est assez compliqué aujourd'hui de clôturer ce podcast, cette aventure, ces rencontres sans elle parce que j'ai commencé cette aventure avec elle et avec sa sœur, ma tante. J'avais réellement cette envie, en fait, de créer des archives à la fois intimes et familiales et aussi collectives. Comment les petites histoires rencontrent les grandes histoires et comment cette chose qui est si vivante en moi, justement, qui m'anime dans tous les projets que je mène, à la fois artistiques, à la fois par écrit ou par audio, comme vous m'entendez maintenant, cette idée que dans toute part de singulier, d'individuel, de rareté et d'unique, il y a une part de collectif, d'universel qui nous touche toutes et tous. Et donc c'est ça qui m'a guidée et qui m'a donné envie en fait de continuer malgré la maladie, malgré le fait que malheureusement, comme le cancer a été détecté et diagnostiqué à un stade trop avancé avec déjà des métastases, elle nous a quittés mi-janvier. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il y a 2 épisodes qui n'ont jamais pu être publiés. L'épisode 3 qui normalement devait s'intituler Métis, un mélange de couleurs, où je souhaitais interviewer des personnes concernées par le fait d'être à la fois belge et rwandais avec cette dimension d'un parent blanc ou d'un parent noir. Je voulais avoir aussi leur point de vue puisque j'ai fait un épisode sur l'adoption internationale, donc c'était un autre pan versant de la parentalité et de la filiation que j'avais envie d'explorer. Mais malheureusement, à cet instant-là, je venais d'apprendre le cancer de notre mère et donc du coup, j'étais extrêmement focus sur cet aspect et pour l'accompagner. Et je trouve que c'est aussi ça, la résilience, c'est comprendre aussi le rythme que l'on a, comprendre aussi que l'on peut pas toujours performer la combativité. Il y a des moments pour tout. Il y a aussi ce moment où, justement, il fallait que je me mette en retrait et que je sois focus sur notre mère et sur le fait qu'à ce moment-là, elle avait besoin d'être entourée au mieux par les personnes qu'elle aimait. Ensuite, l'autre épisode que je n'ai malheureusement pas pu publier est sur la lecture de genre parce que je ne sais pas si vous le savez, mais le génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda est un des premiers génocides où, dans les cours internationales ou même ici en Belgique, lorsqu'on a jugé des personnes génocidaires, il y a eu des chefs d'accusation avec l'intitulé « Violence sexuelle et sexiste comme arme de guerre » parce que énormément de génocidaires ont utilisé le viol de masse comme outil de silenciation et pour traumatiser la population. Et donc, je voulais aussi amener cette dimension-là parce que c'est dans l'histoire, justement, l'un des premiers génocides où ouvertement on a nommé cette dynamique mortifère et extrêmement violente parce que, on le sait, le viol comme arme de guerre non seulement laisse la personne meurtrie et traumatisée, mais aussi incombe toute une communauté par le fait de se dire, bah voilà, on y met une injonction au silence et donc
juger aussi cette dimension de cette propagande génocidaire, raciste et mortifère, c'était pour moi amener aussi cet aspect qui a changé, je pense, dans la lecture de genre, quelque chose dans l'histoire. Je ne sais pas si je m'exprime très bien parce que je suis un peu prise par toutes ces ces problématiques et aussi le fait que je partage avec vous ces intimités. Mais je pense qu'en fait, c'est aussi ça, Ubunda He Hanwa, c'est partager une intimité et en même temps se laisser voir, mais sans voyeurisme, mais plutôt par curiosité et envie de connaître autrui pour justement, lorsqu'on le rencontre, avoir plus conscience du parcours parcouru et avoir plus aussi l'envie d'écouter et de, par la suite, peut-être être une petite graine pour permettre de faire fleurir, je l'espère, un commun plus conscient de ces biais coloniaux, de ces biais racistes, xénophobes, qui contribuent à ce que énormément de violences puissent perdurer, alors que ce qui nous incombe et nous, en termes de responsabilité collective, c'est d'appliquer au quotidien le plus jamais ça. Cet épisode que j'aurais souhaité publier, il n'a pas eu lieu parce qu'en fait c'était au moment où notre mère est décédée, mi-janvier. Et donc ici on va clôturer le cycle des rencontres, mais j'aimerais, je ne sais pas quand, je me laisse le temps, parvenir à quand même publier les 2 épisodes que je n'ai pas réussi à faire cette année par la conjoncture et le côté imprévisible de la vie. Et je pense que c'est aussi ça, la résilience, c'est le fait que rien n'est écrit, mais que malgré tout, on garde sa boussole. Cette boussole, je l'ai gardée grâce aussi à notre mère, parce qu'elle m'a, durant toute cette année, répété à quel point elle était très fière de moi, que j'ai eu à cœur de réaliser justement ce podcast, de rencontrer des personnes à la fois intimes dans la famille ou des personnes extérieures à la famille, de faire ces rencontres où que les personnes écoutent et me fassent leur retour. Et je suis vraiment extrêmement heureuse et reconnaissante même si je sais qu'elle laisse un grand vide auprès de ses enfants, auprès de sa sœur, auprès de ses petits-enfants, auprès de ses nièces et neveux, auprès de ses amis et amies, à toutes les personnes qu'elle a rencontrées durant toute sa vie, parce que je pense fondamentalement qu'on laisse tous une trace auprès des personnes que l'on rencontre. Ici, clôturer ce cycle, c'est aussi lui dire, en fait, tu as contribué à tout ça et on le fait perdurer et on le laisse aux personnes que cela intéressera de l'entendre, de le comprendre et de le partager. Et donc, je vais aussi finir avec les autres réponses des invités, dont elle, parce que je l'avais interviewée début mars 2024. J'ai fait plus ou moins un montage parce que quand j'ai réécouté les rushs, je me suis rendu compte que quand je lui ai posé la question de ce que signifiait pour elle la résilience, elle m'a dit bonne question. En fait, on pensait avoir le temps de refaire une prise où elle donnerait la réponse à cette question, vu que sur le moment de cette première interview, elle savait pas trop comment l'expliquer. Et donc, elle se disait, on va prendre un temps de latence et on refera une prise et je te donnerai la réponse à cette question. Et malheureusement, on n'a pas eu le temps de refaire une prise. Et j'ai du coup un peu été rechercher dans notre interview les différentes pistes ou moments où j'ai l'impression qu'elle y répond à sa manière. Mais vous me direz durant la conversation tout à l'heure qu'on aura, ou alors en commentaire lorsque vous écouterez le podcast sans moi, ou en message privé, n'hésitez pas à me l'envoyer, si en l'écoutant, vous retrouvez une possible réponse pour ce que serait la résilience. Voilà. Vivre, on essaie de faire avec, parce qu'on n'a pas vraiment le choix, on essaie pour que tout continue,
essaye de s'occuper des enfants, de s'occuper de la maison. Et ça occupe. Et on n'a pas vraiment le temps la vie continue quand même, malgré tout. Et comment tu fais pour faire en sorte que justement la vie continue? Qu'est-ce qui a été tes aides au quotidien, quoi? Qu'est-ce qui a été tes aides? J'ai beaucoup parlé avec les survivants que j'ai rencontrés au téléphone et on essaye de faire avec. Mais on n'oublie pas. Soutenir mutuellement, oui. Et ça aide vraiment beaucoup. Un projet... C'est courageux de faire ça, Marianne. Tu trouves? Oui, je trouve que c'est courageux. Je trouve vraiment. Ouais, c'est gentil. Moi, je trouve que c'est... Attends. Moi, je trouve que c'est important. Et donc, du coup, si avec tout ce que j'ai acquis comme expérience, tu vois, technique, tout ça, si je peux parvenir à le faire, je trouve que c'est juste naturel, quoi. C'est important surtout pour que les gens n'oublient pas, pour que je sache ce qui s'est passé. Il faut surtout pas que les gens oublient. Comment est-ce que ça a influencé ta philosophie de vie, ta manière de voir la vie? C'est vrai que ça rend plus peureuse, parce qu'on n'est pas sûr, on n'a pas confiance. En tout cas, moi, ce qui me concerne, je n'ai pas beaucoup confiance en moi. Mais il faut essayer de vivre. En tout ce qui me concerne, je n'ai pas confiance. Okay. J'ai très peur, tout le temps, mais on essaye de vivre avec. Pour moi, ma famille, c'est très important dans mon équilibre. Je me suis dit que je peux le faire parce que c'est ma fille adoptive qui m'a proposé. Sinon, on peut être sûr que si c'était quelqu'un d'autre, je vais dire non. Donc j'ai confiance en elle et je sais qu'elle va me poser des questions. En tout cas, je suis contente que ce soit elle. Il faut essayer d'avoir confiance en soi et ne pas baisser les bras et continuer un petit peu à se battre. J'espère, mais je l'espère en tout cas. Que la graine va être plantée? Voilà, j'espère. On verra que la graine soit bien plantée et qu'elle va bien pousser. J'espère que vous avez écouté tout ce que j'ai dit. En tout cas, c'est ce que je ressens. Écoute, 30 ans après, j'ai écouté beaucoup de témoignages de beaucoup de personnes. J'ai trouvé très très courageux de le faire, de se mettre à nu comme ça et avoir le courage de dire tout ce qu'on a vécu. Et c'est très très difficile. Surtout nous les femmes, il y a beaucoup de choses auxquelles on rencontre, les viols, tout ce que vous voulez de mal, et c'est pas facile. Et tu te dis, je vais quand même partager mon témoignage avec les autres. Quelque part, ça te soulage. Ça te soulage parce que quand tu vas chez la psy et que tu parles, par après, ça te soulage. Nous aussi, nos psys, c'est les gens qui sont à l'écoute et qui nous écoutent et qui ont l'empathie, qui nous aident. Ça nous aide aussi quelque part. Et alors, moi, ce que je voulais dire aux autres, aux gens qui ont vécu ça ou pas, mais qui compatissent avec nous, j'ai envie de leur dire que quand on veut que tes bananeries ou les autres trucs grandissent bien, tu mets l'engrais. Moi, je me dis que nous venons de quelque part où nous venons de l'engrais. Ceci dit, on nous a tués, nous sommes pas morts, les autres sont partis,
On est resté dans des cadavres. Nous venons de loin. Nous venons vraiment dans quelque chose de très, très sale. Ils ont cru que on va plus repousser. Par contre, ça nous a vraiment donné la force de vivre notre vie avec beaucoup de force. Tu peux, si c'est dans le sens de soulever, tu peux soulever des kilos, beaucoup de kilos. On a porté beaucoup de kilos, on porte encore. Les kilos qu'on ne pouvait pas porter, mais ça nous donne vraiment la force de porter beaucoup de kilos qu'on ne pouvait pas porter. Certes, on nous a assassinés, mais nous les survivants, ça nous donne encore une autre force de se battre et continuer à se battre. Et voilà. C'est ça que je voudrais vraiment donner comme héritage aux jeunes qui grandissent, de ne jamais perdre l'espoir. Avoir de l'espoir, ça donne la force de continuer à vivre. Ça donne la force aussi de continuer à espérer que demain et après-demain, ça va encore que l'avenir est meilleur. C'est tout ce que je peux dire. Merci. Franchement, je suis tellement... Waouh, tu m'impressionnes. Je suis tellement bouche bée. Mais oui. Oh mon Dieu. Là, c'est un mot difficile à définir. Hein. Je comprends ce que ça veut dire, mais c'est important parce que justement, si on a eu la grâce de survivre à ce génocide, je pense que la logique, c'est pas vraiment la logique, mais la suite, ça devrait être qu'on puisse vraiment vivre et non survivre. J'hésite là-dessus parce que y arriver, si je devais faire un petit retour en arrière dans ma vie, y arriver, il n'y a pas de conseil qu'on peut donner. Si quelqu'un m'avait dit écoute, tu dois t'en sortir, tout ça, je l'aurais mal pris. Ça s'est fait, pour mon cas, je dirais, grâce à Dieu, même avant que je ne sois en relation vraiment directe avec Dieu. Mais ce qu'on nous dit, ce qui est sûr, c'est qu'il nous connaît avant que nous on reconnaisse. Au début, je me disais, j'avais la volonté de ne pas sombrer, parce que je me disais, c'est la plus grande punition que je peux donner à ces génocidaires. Ils ont voulu exterminer ma famille, et maintenant je suis là. Je vis, je ne raconte pas ce qui s'est passé parce que je n'ai pas su, mais j'aurais pu le savoir aussi si j'avais pas eu ces recherches à faire. Donc j'avais cette volonté et par après, chemin faisant, j'ai eu beaucoup quand même, c'est ça que je disais tout à l'heure que j'ai eu la chance d'être en Belgique, j'ai été beaucoup entourée, j'ai eu beaucoup d'empathie. Et moi, ça me portait de voir que quelqu'un que je ne connais pas, quelqu'un qui vient à peine de me rencontrer, se donne la peine de chercher dans son intérieur qu'est-ce qu'il pourrait faire pour me faire passer au moins une semaine, pour me faire survivre et tout ça. Donc la résilience, c'est important. C'est très important, mais y arriver, là, je n'ai pas de conseil à donner. Je souhaite que tout le monde puisse y arriver. Je souhaite que tout le monde puisse en elle-même cette énergie que j'avais au départ de vivre parce que on a voulu nous enterrer, on n'est pas mort. Donc, ça serait bien de vivre et non de survivre.
je ne peux clôturer un podcast nommé Résilience sans parler de toutes ces personnes, ces civils, ces populations opprimés qui font preuve d'énormément de résistance et de résilience. Je pense en particulier au peuple congolais, aux personnes vivant à l'est de la République démocratique du Congo, dans la région de Goma et Bukavu, qui est la région où je suis née. Et donc, je sais que peut-être que vous avez entendu dans l'actualité le regain et la recrudescence en fait des attaques armées, des milices. Et donc, je voulais aussi mettre l'accent sur cette réalité, ce présent qui fait qu'il est encore urgent de porter secours, de protéger, de venir en aide, de trouver aussi un certain cran et un certain respect, encore une fois, pour toutes les vies, parce que toutes les vies comptent. Et là, pour le moment, la population, les civils congolais ont besoin que la communauté internationale prenne ses responsabilités et prenne des sanctions envers tous les partis concernés et qui occupent par de la prédation, par de la violence auprès des civils, de viol de masse, d'exploitation d'enfants, de non-respect des droits internationaux, et tout ça en toute impunité depuis plus de 30 ans. Et donc, je voulais vraiment remettre du point sur la table en tant que personne, oui, qui est traversée par cette identité hybride congolaise, rwandaise et belge, sachant qu'en plus, évidemment, tous ces pays sont liés et aussi liés au colonialisme et l'impérialisme qu'a fait preuve la Belgique durant des décennies et dont il y a encore des conséquences. Et donc, je pense très fort à la population de cette région et je soutiens et relaie avec ferveur et juste ce sentiment que c'est important et naturel de se mobiliser, de relayer ce qui est mis en place pour aider les personnes sur place et de faire aussi en sorte que les responsables soient sanctionnés pour que enfin cela change, parce qu'il y a, par rapport à ce qui se passe depuis plus de 30 ans dans l'est de la République démocratique du Congo, tous les 6 mois, on en entend parler pendant 2-3 jours, voire 15 jours, et puis ça retombe. Mais en fait, il est urgent, à titre de collectivité, de faire réellement quelque chose, d'acter et de venir en aide à cette population, puisque encore une fois, toutes les vies comptent, et donc il faut rester focus et mobilisé. Et ça ne m'empêche pas, bien qu'ici je fasse le focus sur l'Est de la République démocratique du Congo, de penser aussi aux civils à Gaza, aussi au Soudan, parce qu'il y a énormément de peuples opprimés par l'appétit du capitalisme et de l'impérialisme et du non-respect des droits humains. Et donc, ce podcast est aussi là pour ça, pour rappeler le plus jamais ça, et que ce plus jamais ça n'est pas à géométrie variable. Ce podcast a été possible grâce au soutien financier de l'Amorce, grâce à la Cité Miroir, en particulier Jennifer et Leila, pour le partenariat. Et grâce à elle, on a pu faire de belles rencontres et écoutes collectives. Grâce au coup de pouce de Diane Nitahim Pera, coach en écriture. Grâce à Doshime qui a réalisé l'habillage sonore de tout le podcast. Chaque épisode a été imprégné par sa voix et sa composition. Aussi aux invités, sans qui ce podcast n'existerait pas, dont Jeanne Mouremaire Célis, Priscille Kaijamae, Félicité Liamukuru, auteure de L'ouragan a frappé Nyondo et oratrice, Béatrice Mukamulingwa, fondatrice et responsable de l'ASBL Cri du cœur d'une mère qui espère, et Gabrielle. Grâce à vous qui écoutez le podcast et vous qui êtes venus aux rencontres Écoute collective, merci d'avoir contribué au rayonnement d'Ubundahe Hanwa.
résilience, qui n'est pas une injonction. Il n'y a pas de mode d'emploi à la résilience. Je souhaite à ce podcast de continuer à faire son chemin. Il est surtout là pour être diffusé à qui se sent de l'entendre, puis le comprendre. Merci beaucoup et à bientôt peut-être. C'était Marianne, prénom d'adoption, Colette, prénom de naissance, autrice, monteuse et réalisatrice de ces archives audio. Et voilà, on arrive à la fin et encore merci pour cette discussion et on verra ce que ça va donner. Merci pour l'invitation. Ça fait un plaisir de dialoguer avec toi. Top. J'espère. Mon cœur y est, mes tripes. Hein. Oui, Marianne. Franchement, t'as tout. Merci. Tu sais que même à la fin, tu as envie On applaudit. On applaudit. Et voilà. Où j'ai bégayé, tu essayes de... Non, ça va aller. Oui. Mais on comprend bien que c'est pas facile. Hein. Mon Dieu Seigneur. Avant de réellement se quitter, je vous demande une chose. Si vous pensez que ce podcast peut être utile, envoyez-le à un ou une proche et partagez-le aussi autour de vous. Si vous pouvez aussi l'écouter à plusieurs et créer des conversations autour de ces divers sujets qui ont été abordés dans ce 4e épisode ou dans le 3e, le 2e ou le 1er épisode. N'hésitez pas aussi à suivre les activités et les prochains projets de Nuancier Média sur Facebook. On a une page à Nuancier Média avec S et une page Instagram. Et si vous êtes un prof ou une prof ou dans une association et que vous pensez que ce podcast peut être à l'origine d'une rencontre ou d'un échange avec des personnes qui côtoient votre classe ou votre association, invitez-nous. Ce sera avec grand plaisir qu'on échangera avec LE. Et encore une fois, c'est un projet citoyen. Nuancier Média, c'est ça l'objectif, et donc créer du lien. Donc nous sommes là. À bientôt et prenez soin de vous. En tout cas, on vous souhaite le meilleur. Bye.